La première invitée du Club de la Presse, c'est Marion Maréchal Le Pen, députée Front National du Vaucluse. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous interroger ce soir, nous sommes avec deux des grandes voix d'Europe 1, Arlette Chabot et Aurélie Herbemont. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Marion Maréchal Le Pen, on va parler jusqu'à 19h40 de ce qui se passe en Syrie, du rôle de la Russie de Poutine là-bas. On peut parler aussi du vainqueur de la primaire de la droite, François Fillon, et de son programme surtout. Mais on va commencer avec les tensions au sein de votre parti, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous entendre. Oui. Alors on peut rappeler peut-être les épisodes précédents. Vous avez rappelé début décembre dans le journal présent votre position sur l'avortement, c'est-à-dire revenir sur le remboursement intégral de l'IVG. Et Marine Le Pen, votre tante et présidente, vous a aussitôt recadré en estimant que le sujet était lunaire. Et puis depuis, le ton monte avec le vice-président Florian Philippot. C'est ça à peu près qui se passe, non ? Non, c'est un peu caricatural. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vais pas passer 10 minutes là-dessus parce que je pense que tout a été fait, dit, analysé depuis une semaine. Et c'est vrai que, honnêtement, moi, je suis passée à autre chose. Voilà, c'est important de le dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais vous n'avez pas entendu. On vous a pratiquement pas entendu. Et pour revenir, l'histoire est très simple. De toute façon, je suis confrontée à une actualité parlementaire que je ne maîtrise pas, qui est l'extension des livres entraves à l'IVG. Dans ce cadre-là, je rappelle un certain nombre de positions avec l'adoption prénatale, la politique familiale et en effet la fin du remboursement intégral et illimité de l'IVG. Je m'en tiens d'ailleurs à la position qui était celle du Front National en 2012. Et à partir de là, c'est l'occasion pour Marine Le Pen de rappeler que, en effet, elle ne souhaitait pas intégrer cette partie-là à son programme, voulant éviter, je pense, et probablement à juste titre, un sujet qui, c'est vrai, est profondément tabou en France, malheureusement. Et en revanche, c'est vrai que j'ai indiqué à Florian que j'attendais un minimum de respect mutuel parce qu'il avait été un peu abrupt, voilà, dans sa façon de Il avait dit que vous choses. étiez très seul sur ce. Voilà, mais enfin après, de là, si vous voulez, à vouloir y voir le ferment d'une déloyauté à l'égard de Marine Le Pen, commencer à faire des sondages dans tous les sens, savoir qui est le plus populaire, le moins populaire, et analyser un Front National au bord de l'explosion, je pense qu'objectivement, c'est un peu exagéré quand même. Pour vous, c'est un sujet tabou. Ça veut dire qu'on n'en débat pas non plus à l'intérieur du Front National. Non, je dis que c'est un sujet tabou en France. Voilà, France. Objectivement, c'est un sujet qui provoque l'hystérie des contentes de rentrer un peu dedans. Voilà, moi j'ai des convictions, je n'en changerai pas, même si elles sont pas forcément majoritaires en France. Je considère que c'est juste, le tout maintenant est de convaincre les Français. Voilà. Justement, vous regrettez que votre tante ait changé de position sur ce sujet ? Je le comprends. Je le comprends parce que je pense qu'en effet, c'est un sujet qui est... Je pense pas qu'elle ait changé de position. En tout cas, elle a fait le choix de ne pas l'intégrer au projet parce qu'elle n'est pas la candidate du Front National. Elle est une candidate soutenue par le Front National. Et à ce titre, il est vrai que le projet ne colle pas exactement aux positions du Front National. C'est assez traditionnel finalement. Et c'est vrai que là-dessus, ça évite peut-être de se perdre dans des sujets qui, c'est vrai, et je l'admets d'ailleurs aussi volontiers, ne sont pas au cœur des préoccupations quotidiennes des Français. Enfin, je veux dire, ça, ce serait absurde de dire le contraire. Et vous auriez aimé qu'il y ait un débat au sein du Front National sur cette question-là, notamment. Non, mais il aurait pu avoir lieu. C'est simplement que là, l'actualité et la réaction de Florian fait que on a été amené à connaître la position immédiatement. Mais enfin, on a des débats internes sur tous les sujets. Voilà, disons que ça a été un peu précipité, alors, maladroitement. Juste sur le fond, parce que il n'y a pas que vous qui avez parlé récemment de l'IVG, vous l'avez rappelé. Il y a eu ce débat à l'Assemblée sur les sites qui traitent de l'IVG qui ont été pénalisés. Puis auparavant, c'est François Fillon qui a aussi mis ce sujet sur la table. D'où la question qu'on a posée à nos auditeurs cet après-midi sur Internet. Maud Descamps, êtes-vous surpris de voir le débat sur l'avortement revenir dans cette campagne présidentielle, puisque c'est vrai qu'on n'en parlait plus depuis plusieurs années? Oui, écoutez, 67,4% de nos votants se disent étonnés que le sujet de l'IVG fasse débat à nouveau, que ce soit avec François Fillon ou avec vous, Marion Maréchal Le Pen. Marie trouve d'ailleurs cela honteux que l'on revienne sur ce droit que l'on a eu tant de mal à obtenir. C'est un retour en arrière. Pour Maria, ce débat devrait être clos depuis longtemps. Et puis il y a Élise qui souligne, elle, bien qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de moyens de contraception et que l'IVG devrait être marginal. Eugénie, elle assure bien qu'avant, l'IVG n'était pas remboursé et les femmes y avaient quand même recours, mais elles faisaient plus attention. Et puis il y a ceux qui ne sont pas surpris mais qui le regrettent. Maxime ou encore Carrie nous disent, Simone Veil l'avait de toute façon prédit, c'est à la mode dans les pays voisins. Et enfin Janine qui vous pose cette question, n'y a-t-il pas d'autres sujets plus importants à l'heure actuelle? Marion Maréchal Le Pen. Non, mais enfin, j'y reviens. Je veux dire, c'est pas moi qui ai mis ce sujet dans l'actualité, c'est le gouvernement socialiste, en remettant une fois de plus sur la table cette question de l'avortement, en étendant, vous l'avez dit, en limitant plutôt la liberté d'expression, clairement, autour de ce sujet, pour tous ceux qui souhaitaient porter le refus de la banalisation de l'avortement et proposer des alternatives aux femmes qui hésitaient, en informant autour des conséquences psychiques ou physiques de l'avortement. Et qu'à ce titre, voilà, moi j'ai joué mon rôle de député tout simplement. C'est important de rappeler d'ailleurs que au Front National, nous ne sommes pas pour revenir sur la légalisation de l'avortement. Le seul sujet qui a fait débat dans cette polémique, on va dire, c'est le remboursement intégral
et systématique, illimitée d'une certaine manière de l'IVG. J'ai du mal avec ce terme n'était illimité, pardon, je comprends pas. Qui n'était Ça pas, veut dire ça veut dire illimité. qu'on peut avorter en France plusieurs fois et chaque fois cet avortement va être remboursé intégralement. Donc même, vous voudriez qu'on ne puisse être remboursé par exemple qu'une fois, deux fois, qu'on ne soit pas remboursé la troisième fois? L'idée c'est d'éviter les abus et de revenir finalement à l'esprit de la loi Veil, dans laquelle n'était pas contenu le remboursement qui date de 1984, d'une loi de gauche de 1984. La loi Veil c'était quoi? Moi j'ai relu le discours, c'était dire l'IVG c'est pas un droit fondamental, c'est une loi de compromis, c'est une loi d'exception qui doit être en dernier recours. Elle le dit clairement, tout doit être fait par les pouvoirs publics pour dissuader les femmes, tout doit être fait pour accompagner les associations qui proposent des alternatives aux femmes. Et c'est vrai que moi je trouve ça malheureux aujourd'hui qu'il y ait 47% des avortements qui sont liés à des conditions économiques et qu'on ne soit pas penché sur ces cas-là qui sont des drames humains et qu'à côté de ça on ne propose pas de solution, notamment en termes de politique familiale, à ces femmes qui sont isolées, qui sont seules face à ces difficultés. Voilà, pas de quoi finalement faire une hystérie. Je trouve d'ailleurs les réactions finalement des Français assez saines et assez mesurées en réalité là-dessus. Pour élargir quand même un peu le débat, quand vous dites on ne définit pas la ligne du FN seule sur BFM. J'étais sûre qu'on allait passer 20 minutes. Je suis désolée, ça sous-entend qu'il n'y a pas de débat. Pardonnez-moi. Je me suis expliqué en long, en large et en travers. Je reprends. Ça veut dire, sujet. et je vous pose la question, est-ce qu'il y a des débats de fond au Front National? Est-ce que vous débattez? Je ne parle pas que de ce sujet. En général, est-ce qu'il y a des débats sur l'orientation politique, sur la ligne politique, sur les choix? Parce que évidemment, on n'a pas l'impression, parce qu'on se dit qu'il y a des différences. Vous reconnaissez ces différences. Il s'avère que, je reviens, ce sujet-là a été mis sur la table précipitamment à cause du gouvernement socialiste. Nous avons un bureau politique, nous avons un comité stratégique. Moi-même, j'ai été amenée à participer au projet présidentiel qui va être remis sur la table, puisque j'ai été en charge de la direction du groupe de travail sur la réforme constitutionnelle. Donc à ce titre, j'ai eu aussi ma part et on en a débattu en interne. Donc bien évidemment. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'entends des analyses qui, à mon avis, sont un peu simples. J'entends dire, oui, aujourd'hui, il y a des lignes qui seraient antagonistes ou contradictoires. Différentes. On essaye peut dire différentes. Différentes. En tout cas, il y a des sensibilités différentes, c'est une réalité. En revanche, de là à dire que ces lignes vont forcément, parce qu'elles sont contradictoires, amener à la rupture au Front National, je pense que c'est une erreur d'analyse. Je crois qu'il n'y a pas de comparaison possible aujourd'hui entre ce qui se passe, par exemple, chez les Républicains, entre une NKM et un Henri Guénaud, qu'on est quand même fort de nos fondations, qui sont la souveraineté et qui sont l'identité. Et qu'à partir de là, on peut parfaitement cohabiter en bonne intelligence derrière Marine Le Pen. De la même manière qu'il n'y a pas, faut arrêter avec ça, de front du Nord et de front du Sud. Enfin, je veux dire, la sociologie aujourd'hui des gens qui votent pour nous sur ces territoires est la même. Je veux dire, moi, je suis pas dans une région de soi-disant nantis, retraités, ultra-libéraux, pardon, mais enfin, moi, je suis dans un département, malheureusement, qui est l'un des plus pauvres de France. Quand même pas l'oublier. Donc, les sociologies sont les mêmes, même si, évidemment, c'est des petits artisans, des commerçants, voilà, des classes moyennes, des agriculteurs, mais il y a des histoires politiques différentes. Mais il n'y a pas deux lignes au Front National. Il n'y a pas les marinistes et les marionnistes. Il y a des sensibilités différentes. Vous avez l'air de vous en étonner finalement. Non, mais reconnaissez, on s'étonne que vous ne reconnaissiez pas qu'il y ait des sensibilités différentes. Je viens de la mettre volontiers. En revanche, ce que je n'admets pas, c'est de vouloir instiller l'idée que cela serait le terreau de futures divisions, de futures compétitions et que finalement, on ne serait pas tous derrière Marine Le Pen. Je dis simplement que ça n'est pas exact. Voilà. Et c'est noté. On marque une pause et on revient pour le Club de la Presse avec Marion Maréchal Le Pen. À tout de suite. Dites-nous si vous aviez vu monter François Fillon pendant la primaire de la droite. Est-ce que vous avez été surprise par sa victoire? Non, ce serait mentir parce que moi je n'ai pas imaginé qu'il y aurait une base électorale aussi large que celle-ci et donc naturellement, mécaniquement, j'ai pensé que Nicolas Sarkozy, qui était quand même le plus populaire au sein de ses adhérents, serait le favori. Alors donc, comment vous l'expliquez? Je pense à cause d'une petite musique qui a avancé une perception, mais bon, en politique vous savez que la perception devient une réalité, qui l'aurait fait passer à tort, d'ailleurs on va y revenir, pour un souverainiste, un conservateur, un homme attaché à l'identité de son pays, dur contre le totalitarisme islamique grâce à son livre, plutôt russophile. Et que du coup, la conjonction, on va dire, de tout cela répondait à une certaine attente du peuple de droite qui ont pu être dupes de cette perception que je crois profondément fausse. Et j'en veux pour preuve un sujet, on va dire, fondamental qui est important pour les Français en général, la question de l'immigration, par exemple. En parlant de projet, au-delà de son bilan que les Français connaissent et qu'on leur rappellera, son projet, je veux dire, par exemple, François Fillon est quelqu'un qui est pour le droit du sol. Le Front National y est opposé. Il est pour le regroupement familial. Nous sommes pour sa suppression. Il refuse de restaurer les frontières nationales alors que nous sommes pour leur restauration. Il est contre la priorité nationale alors que le Front National défend la priorité nationale des Français dans l'emploi, dans le logement, dans les aides sociales. Il ne dit strictement rien sur toutes les aides accordées aux clandestins.
Il ne souhaite pas revenir, par exemple, sur la possibilité de régulariser des clandestins, chose que nous souhaitons abolir. Il ne veut pas remettre en cause le droit d'asile actuel, au-delà du fait qu'il veuille l'expulsion des déboutés. Enfin, ça, ce qui est la loi, alors que nous voulons restreindre les critères d'obtention de ce droit d'asile. Beaucoup de choses, par exemple, aujourd'hui, dans son projet, qui nous différencient profondément. Il vous fait peur, François Fillon, parce que là, on vous entend lister toutes ces choses que vous reprochez à François Fillon. C'est très méthodique. Ce qui nous oppose, tout simplement. Il vous fait peur comme candidat ? Non, il nous fait absolument pas peur. En revanche, moi, je sais où vous voulez en venir. Parce que, on me prête des déclarations qui ne sont pas tout à fait exactes, mais enfin, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai fait part d'une alerte qui était de dire je ne souhaite pas qu'avec François Fillon se reproduise l'escroquerie électorale que nous avons connue avec Nicolas Sarkozy en 2007, où nous avions un homme qui a, c'est vrai, canalisé beaucoup d'espoir et a beaucoup déçu. Moi, je ne vois rien aujourd'hui. Et fait descendre le Front National à peu près 10% à l'époque, en 2007. Oui, même je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui François Fillon ait cette capacité, ne serait-ce parce qu'il est aussi l'homme nouveau d'hier, d'une certaine manière, et qu'il va avoir quand même du mal à se départir de son bilan et de la loyauté qu'il a eue à l'égard de Nicolas Sarkozy. Mais même sur la question de l'Europe, je veux dire, j'ai entendu François Fillon souverainiste. Je veux dire, pardon, mais enfin, vous lisez le projet de François Fillon, ce que manifestement personne n'a fait avant de le découvrir comme victorieux au premier tour. Eh bien, c'est un homme qui défend la mutualisation des dettes au sein de l'Union européenne. C'est un homme qui est pour la mise en place d'un gouvernement politique à la tête de la zone euro. Je veux dire, c'est quelqu'un qui défend l'harmonisation fiscale. Enfin, je veux dire, c'est quand même profondément fédéraliste, cette vision des choses, et c'est pas un homme qui souhaite remettre en cause la libre circulation des biens, des hommes et des capitaux qui sont à l'origine de beaucoup de nos difficultés. Donc quand je regarde tout ça, c'est vrai que je suis alertée, et c'est ce que j'ai voulu dire dans mes déclarations en disant attention. On a compris, on a cru penser, parce qu'on a essayé de comprendre vraiment ce que vous pensez, on s'est dit, à votre première réaction, tiens, il y a quelqu'un au Front National qui pense qu'effectivement Fillon est dangereux pour le Front National. C'est pas ce que vous vouliez dire. Moi, je pense, et on l'a vu souvent, qu'en effet, les perceptions fabriquent un peu les hommes politiques. L'image qu'il a d'ailleurs a été fabriquée au moment de l'entre-deux tours par Alain Juppé et avec la gauche, et qu'à ce titre, il a été présenté comme un homme très à droite et droite assumé. Et moi, mon alerte, c'est de dire, voilà, maintenant, on va évidemment rappeler son bilan, mais on va aussi aller projet contre projet et faire découvrir aux Français la réalité de ce projet, qui est, à mon avis, très loin de répondre aux attentes de nombreuses partie du corps électoral français. Mais on a bien entendu, vous venez de l'attaquer essentiellement sur l'Europe, sur le souverainisme, pas sur ces mesures libérales. Non, mais je l'attaque évidemment aussi là-dessus, mais je pense que c'est important de rappeler ça, parce que je crois que l'une des préoccupations majeures aujourd'hui en France des Français, et tous les sondages d'opinion le voient, et on le voit sur le terrain, ça reste quand même aujourd'hui l'identité, la question identitaire, le sentiment d'insécurité culturelle, d'être dépossédé un peu de ces héritages, de ces traditions, de ces modes de vie. C'est évidemment la question de la sécurité avec le terrorisme, mais même l'insécurité du quotidien, et dans un troisième temps la question du chômage qui est aussi fondamentale. Et là, évidemment, on a aussi des réponses, puisque François Fillon, ne souhaitant pas remettre en cause le modèle de l'Union européenne, il ne pourra évidemment pas mettre en place de patriotisme économique, donc de priorité sur les marchés publics aux entreprises françaises. Il ne pourra pas lutter contre la concurrence déloyale, notamment pour notre industrie ou pour notre agriculture. Et en parallèle de cela, il sera tenu sur le plan budgétaire par des contraintes européennes qui sont extrêmement fortes. En revanche, il y a des choses, par exemple sur la baisse des fonctionnaires, sur lesquels nous pouvons nous entendre, s'il s'agit, et c'est là où il va falloir éclaircir la chose, s'il s'agit des fonctionnaires des collectivités territoriales. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que dans un certain nombre de ministères, notamment la justice, notamment l'intérieur avec les forces de l'ordre, les ministères sont complètement à l'os. Voilà, donc vouloir supprimer des fonctionnaires de façon mécanique comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, ce serait vraiment une erreur fondamentale. La cible, c'est les territoriales. C'est l'administration territoriale pour vous. Oui, c'est là qu'il faut réduire. Et absolument. D'ailleurs, on l'avait proposé au moment des élections régionales, quand on avait dit on ne remplacera pas les départs à la retraite, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu une explosion ces dernières années du nombre de fonctionnaires qui ne s'est pas justifiée au regard des compétences de ces collectivités, et qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui et qu'on a besoin de faire des économies. De la même manière, le Front National, par exemple, sur la question des 35 heures, François Fillon lui dit en gros, on met fin quasiment d'ailleurs, voilà, à la durée légale du travail. Déjà, on va travailler plus pour gagner moins.
Et en parallèle de ça, il y aura plus de majoration des heures supplémentaires, ce qui équivaut à supprimer en fait la durée légale du travail. Nous, on dit pas ça. On dit oui, bien sûr, les 35 heures aujourd'hui sont inadaptées à certains secteurs, mais ce que nous voulons, c'est une renégociation par branche pour pourquoi pas passer à 39 heures dans certains domaines, mais il n'est pas question de toucher à la majoration des heures supplémentaires. Et d'ailleurs, nous sommes pour le retour de leur défiscalisation de ces heures supplémentaires. En fait, le Front National, sur le plan économique, il est mal compris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un paradoxe en France. Il y a d'un côté trop d'États à l'intérieur des frontières, une forme d'étatisme qui étouffe un peu la libre entreprise et que nous critiquons. Et il y a en même temps un déficit d'État, une carence d'État à l'extérieur des frontières qui devrait davantage protéger notre économie et qui devrait être davantage se vouloir stratège sur les secteurs qui touchent à notre indépendance. Et nous, notre idée, c'est de dire ça. Voilà, on est des défenseurs de la libre entreprise à l'intérieur de nos frontières, mais on est pour un État qui protège et qui est stratège sur l'extérieur de nos frontières. Marion Maréchal Le Pen est l'invitée du Club de la Presse d'Europe 1. On revient après une nouvelle pause. À tout de suite. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Twitter avec le hashtag E1soir et sur la page Facebook d'Europe 1. Et Marion Maréchal Le Pen, on va parler un petit peu de ce qui se passe à Alep en ce moment en Syrie. D'après l'ONU, on est en train d'assister à la disparition de l'humanité. L'ONU qui parlait hier d'une des pires tragédies du 21e siècle. Et on a entendu Bernard Cazeneuve, le nouveau Premier ministre, à l'Assemblée lors de son discours de politique générale, dire eh bien tous ceux qui prônent le dialogue avec Poutine sont indirectement complices des crimes de guerre que la Russie commet là-bas en ce moment. Alors c'est très bien, donc Bernard Cazeneuve il fait de la diplomatie de l'émotion, il est dans le camp du bien, je sais pas, ça doit le rassurer, enfin ça change pas grand chose sur le terrain, mais peut-être que du coup il est bien avec sa conscience, mais la réalité c'est quoi les solutions de Bernard Cazeneuve ? C'est quoi aujourd'hui les solutions de Bernard Cazeneuve sur le terrain en Syrie pour éviter que l'État islamique qui tue des Français en France continue d'avancer et éventuellement prenne le pouvoir sur le territoire ? La réalité c'est qu'il n'en a pas. À part faire de la morale, parce qu'aujourd'hui, qu'on puisse le déplorer ou pas, Bachar el-Assad est incontournable. Voilà, est incontournable et qu'il n'y a pas d'autre choix sur le terrain que de travailler en collaboration avec lui pour éviter l'avancée de l'État islamique. La réalité aujourd'hui d'Alep, permettez-moi, mais je trouve qu'il y a quand même énormément de désinformation autour de ce sujet. Et d'ailleurs, il y a très peu de sources d'information là-bas, contrairement à ce qu'on dit. Il y a une journaliste d'ailleurs, qui est Virginie Croza, je crois, qui est sur place et qui d'ailleurs tient un discours très différent de ce qui est aujourd'hui dit dans les médias français. La réalité aujourd'hui d'Alep, c'est que c'est une ville qui déjà est tombé très vite, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu un deal entre la Russie et la Turquie, qui a ouvert un sauf-conduit aux rebelles, qui pour beaucoup d'ailleurs d'entre eux se sont rendus, pas forcément à travers la force, et que ceux qui résistent aujourd'hui, il y en a environ 4000, ce sont des rebelles qui appartiennent à Al-Qaïda, ce sont des islamistes, des djihadistes, qui se servent, et c'est là le drame humain, qui se servent des civils comme boucliers, comme ils l'ont fait d'ailleurs par ailleurs à d'autres occasions, et qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, les civils sont les victimes de cette stratégie islamiste pour évidemment se préserver au maximum. Mais je pense que la lecture, si vous voulez, extrêmement simpliste des choses dans ce conflit est une mauvaise chose, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et par ailleurs, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions aujourd'hui que la guerre pour reprendre ces territoires. Vous n'êtes pas choqué quand vous voyez, notamment sur les réseaux sociaux, les témoignages qui parviennent d'Alep de ces gens qui se retrouvent prisonniers dans leur propre ville et qui n'ont pas vraiment le choix? Bien sûr, mais en fait, moi j'ai écouté beaucoup d'ailleurs de ces témoignages, notamment de cette journaliste qui pourtant n'est pas du tout pro-Bachar el-Assad, et qui recueille des témoignages et qui explique, les civils eux-mêmes disent qu'ils ont été utilisés, retenus par les islamistes sur le territoire, qu'ils ont été, c'est vrai, amenés à manquer de nourriture, que les islamistes en possédaient et ne leur en donnaient pas s'ils ne se ralliaient pas eux-mêmes aux islamistes. Et alors j'entends, et c'est une réalité, qu'il y a des hôpitaux qui ont été détruits, mais c'est pourquoi ils ont été détruits ces hôpitaux ? Parce que les islamistes s'en servent comme centre de base de commandement. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, on n'essaye pas d'analyser en profondeur les choses. Et je crains malheureusement que la réalité, c'est que si il n'y avait pas eu ces bombardements, parce que la France est restée spectateur en réalité dans cette histoire, elle a même, à vrai dire, été complice. Puisque la réalité, c'est qu'elle a livré au départ des armes, disons-le franchement, aux rebelles islamistes face à Bachar el-Assad. L'armée syrienne libre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a jamais eu d'armée syrienne libre, démocrate et respectueuse des droits de l'homme. Ça, c'est depuis le départ, on l'avait dit. Tout le monde, d'ailleurs, est arrivé à ce constat après coup, et que ce qu'on a, comment dire, affiché comme rebelles démocrates sont une infime minorité qui n'ont aucun pouvoir
pouvoir structurel et qui n'ont jamais eu la capacité armée, en tout cas, de prendre le pouvoir. Et donc, on s'est rendu complice par la livraison de ces armes de la montée en puissance, malheureusement, de ces islamistes, et on a participé à la déstabilisation du pays qui a conduit aujourd'hui à la situation actuelle. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une lecture au regard des intérêts français, et les intérêts français doivent nous conduire à avoir comme ennemi prioritaire, évidemment, l'État islamique et toutes ces tentacules islamistes que représente aujourd'hui aussi Al-Qaïda. Mais vous nous dites la Russie bombarde Daesh et Daesh est notre ennemi, Daesh nous attaque en France, mais le problème c'est que l'aviation russe ne bombarde pratiquement pas Daesh. Tous les autres groupes, dont Al-Qaïda, dont Al-Nosra, mais pratiquement pas Daesh. Mais parce que déjà Daesh a reculé et que cette ville avait déjà été reprise depuis 2014. Évidemment, aujourd'hui Daesh est affaibli et il y a parmi ces rebelles aussi Al-Qaïda, mais enfin excusez-moi, mais Al-Qaïda, ce sont aussi des islamistes. Ce sont des ennemis du régime de Bachar al-Assad. Donc on peut, par effet manichéen, leur trouver toutes les vertus du monde. Mais enfin, excusez-moi, ça reste quand même des ennemis structurels tout aussi dangereux. Voilà. Et d'ailleurs, une partie d'Al-Qaïda, dans d'autres parties du monde, se sont également ralliés à l'État islamique par ailleurs. Donc je trouve que cette lecture un peu binaire est, à mon avis, un peu simpliste, et je trouve très dangereux sur le plan diplomatique que Bernard Cazeneuve soit aussi virulent et aussi agressif à l'écart de la Russie, qui doit rester un partenaire dans le cadre de la lutte contre l'islamisme. Il ferait mieux de prendre exemple sur ce qui a été aujourd'hui le deal entre la Turquie et la Russie, qui sont des ennemis qui ont des profonds désaccords, mais qui ont été capables de se parler. Voilà. Faisons de la diplomatie, parlons, négocions, plutôt que de rester en retrait et d'être dans le silence et la morale, comme le fait aujourd'hui la France, malheureusement, depuis des années. Vous continuez à dire que Bachar al-Assad est la moins mauvaise solution, comme on dit du côté russe. Face aux islamistes, je pense en tout cas qu'il est la moins mauvaise solution au regard des intérêts français. Parce que qu'on le veuille ou non, factuellement, Bachar al-Assad ne menace pas l'intégrité de la France. Voilà, il n'envoie pas des terroristes frapper la France, contrairement à l'État islamique et contrairement, évidemment, aux branches d'Al-Qaïda. Mais les mots les plus durs contre ce que fait la Russie là-bas, les mots les plus durs pour dénoncer ces crimes de guerre n'ont pas été prononcés par Bernard Cazeneuve. C'est à l'ONU, c'est à New York qu'on a eu les condamnations les plus fermes ces derniers jours. Oui, mais enfin, vous savez que la diplomatie américaine a depuis toujours aussi un prisme anti-russe qui les amène aussi parfois à avoir une analyse des choses qui n'est pas tout à fait évidente. Et j'en veux pour preuve que parmi également les informateurs qu'on peut avoir sur place, il y a ces fameux casques blancs qui ont été beaucoup montés en épingle, mais dont je rappelle qu'ils sont financés exclusivement par les États-Unis, par les pays occidentaux, qui sont très loin d'ailleurs d'être des personnes qui font de l'humanitaire de façon neutre. Il y a eu des photos qui sont sorties avec des casques blancs qui font le V de la victoire sur le cadavre de soldats de l'armée légale de Bachar el-Assad, et qu'à ce titre, je pense que nous n'avons pas une vision tout à fait juste du terrain, et que je crois que s'aventurer comme ça dans des aventures extrêmement agressives, à mon avis, n'est pas le rôle de la France, qui doit garder son sang-froid et continuer à avoir un rôle d'équilibre, même si ça n'empêche pas d'être ferme par ailleurs, évidemment, sur un certain nombre de choses. Voilà, et juste une précision, puisque vous parliez de la difficulté d'informer là-bas. Effectivement, c'est très difficile d'aller couvrir ce qui se passe à Alep. La dernière fois qu'Europe 1 a essayé d'envoyer un journaliste, c'était Didier François. Il est resté 8 mois dans une cave. C'est très difficile en ce moment de couvrir ce qui se passe à Alep. Merci beaucoup. Merci à vous. Marion Maréchal Le Pen.